Pour la première fois, les 3 maisons de l'architecture du Grand Est, donc la maison de Champagne-Ardenne, la maison européenne d'Alsace et la maison de l'architecture de Lorraine se sont mis ensemble pour créer un événement, donc les premières rencontres européennes de l'architecture. Évidemment, c'est un événement qui n'a pas pu se faire sans tous nos partenaires, nos soutiens, la région, la DRAC, l'ordre. Je vais en oublier, hein, j'ai pris des notes, mais voilà. Donc, voilà, j'ai perdu le fil. Ces rencontres, on les a imaginées suite à des discussions qu'on a eues tous ensemble dans le cadre de Région Architecture, et on a imaginé un événement qui faisait le lien entre les 3 maisons de l'architecture qui restent, elles, chacune sur leur territoire, de manière à être proche des gens du territoire et du grand public, puisque c'est notre mission. Donc cette année, nous avons mis à l'honneur le Portugal. Et hier soir, il y avait donc Gonçalo Byrne en conférence à Strasbourg, conférence qui a été retransmise ici à Nancy, à la Galerie Lillebonne, qui nous a ouvert ses portes chaleureusement, et dans laquelle vous pouvez voir une exposition du travail de Pedro Pacheco, qui nous fait l'honneur de nous faire une conférence ce soir. Cette exposition restera juste ce week-end à la Galerie Lillebonne, mais sera visible début juin à la Galerie My Monkey. Et ensuite, parce qu'il y a toujours une suite. Merci aussi à tous les membres des maisons de l'architecture, les membres permanents, Céline Mettel, Tiffany, Anne-Hélène pour l'Alsace, en Champagne, Céline Coudreau, pour la Emma Lorraine, Sébastien Griset, qui malheureusement ne peut pas être là, ma fidèle vice-présidente Cécile Demange, hyper active. Et voilà, sans toutes ces personnes, on n'aurait pas pu organiser un événement comme celui-là. Merci évidemment aussi au président des maisons de l'architecture d'Alsace, donc Christian Plisson, qui est parmi nous, et Giovanni Pace, qui lui non plus n'a pas pu être là. Voilà, j'ai sans doute oublié des gens, donc des gens qui sont dans l'organisation, mais pour aujourd'hui, vous avez pu assister à une visite de Claire Alliot, donc paysagiste, qui nous a fait découvrir toutes les plantes qui constituaient les jardins d'Artème. Dimitri Granca, qui a fait une visite extrêmement explicite du bâtiment des Beaux-Arts, accompagné par Susanna Marcellino. Et donc, je vais laisser la parole à Pedro pour une conférence qui sera suivie d'une table ronde avec Aurore Dudevant, architecte à Reims, Benoît Zint, architecte à Nancy dans l'agence Studio Lada, Catherine Boulanger de l'agence B2H, et bien sûr donc avec Pedro et Gonçalo Byrne. Merci. Merci. Je veux remercier à la Maison de l'Architecture de Lorraine pour cette invitation, et remercier spécial à Caroline et à Cécile qui ont été très sympas pour cette vraiment bien accueil. Et aussi pour la possibilité de faire une petite exposition que vous êtes tous invités de la visiter. C'est petite, mais il fait une sélection et une synthèse du travail de plus ou moins 20 années. Et je voudrais commencer pour dire que en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que
mon contact avec des architectes français, de la culture française aussi, à partir de ces liens, c'est déjà long. Et en fait, il a aussi il fait partie aussi de mon expérience comme praticien, et aussi il fait part de mon travail. Et je veux souligner ça pour toutes ces vrais et très bons architectes que j'ai connus pendant toutes ces années. Je peux dire que bien sûr, Cécile et Pascal, je la connaissais. J'ai pas travaillé avec Cécile, mais on la connaissait en 92, le moment où j'ai travaillé sur Fernand Tavre, où j'ai fait mon premier pratique d'atelier. Mais on a partagé beaucoup des idées et de connaissances de différentes cultures. Après, Frédéric Bonnet, je pense que vous connaissez bien, c'est un architecte de Paris. Il a tellement de grandes œuvres. On s'est connaître à partir de Marie Clément, qui on a travaillé ensemble pendant presque 10 années. Mais Frédéric Bonnet a participé dans le concours qui en fait a été le départ de tout un travail qu'on a développé pendant 10 années. Et ça, c'était un aide très important pour cet abordage plus territorial et pour porter aussi une pensée très particulière à comment aborder toutes les questions de changement de territoire et de changement de paysage. Et lui a une vraie sensibilité, une très fine sensibilité à ça. Alors on a participé à ce concours qui nous a permis de faire les autres concours et en fait marquer tout notre travail pendant 10 années. Marie Clément, c'est ma collègue de cœur et de travail on a partagé des grands projets que je vais montrer ici. Et tous les travaux qu'on a fait pour le village de Luz et Estrela. Sont des villages au sud du Portugal qui ont été affectés avec l'impact d'un barrage et toute une série de projets et une série d'interventions qui ont été faites et on a participé à ça. Après, un peu plus loin, je suis été invité par l'école de Lyon pour un partage d'enseignants. Je suis invité par 6 mois, un semestre, avec Marc Taubert, c'est un architecte de Torcy qui est enseignant à Lyon, à l'ENSAL. Il a été aussi très intéressant. On a fait un exercice ensemble entre des étudiants portugais de FAUL et des étudiants de Lyon. On a fait le même exercice dans les 2 écoles. Il y a été un échange très intéressant pour avoir en termes de méthode de penser de certains exercices spécifiques. Après, plus récemment, j'ai eu une expérience de recherche avec le laboratoire Cresson, Grégoire Chelkov et Megali Paris. Megali Paris, c'est un architecte paysagiste. Il travaillait dans une recherche sur les jardins urbains du siècle XXI, le jardin potageurs qui sont un peu dispersés sur le territoire et sur les villes, les bords des villes. Et vous les connaissez un peu mieux le cas portugais, qui est assez intéressant par le thème de cette livre appropriation des lieux, des friches qui sont disponibles. Et ça c'est intéressant parce que ça devient aussi une forme d'influencier et
d'avoir un impact sur le planning de la ville. Et à ce moment, la municipalité intègre tous ces systèmes qui ont été un peu illégaux et on s'occupait du terrain, mais en fait, ils ont créé une vraie tradition qui est très ancienne en Portugal. Alors, je travaillais sur les cas d'études de Lisbonne, c'est des lieux à Cheles. Et ça a été très intéressant. On a fait un séminaire après dans la faculté de Lisbonne pour le résultat de toute cette recherche. Après, une autre chose importante pour moi, c'est aussi d'avoir vécu en différentes villes. Et ça c'est aussi une forme d'apprentissage. J'ai dit la ville comme une forme comme en école, la ville comme un espace d'éducation, d'enseignance, parce que habiter les villes nous oblige à connaître tout ce processus continu de palimpseste, de les strates qui s'accumulent. Et aussi, on commence à faire partie de tous ces systèmes aussi. On fait partie de la croissance de la ville. Et ça, c'est intéressant. J'ai vécu à Porto, à Barcelone et à Lisbonne. Et Lisbonne, c'est la ville où j'habite maintenant, où j'ai mon travail. Et je commençais pour les premiers travaux et je monte un peu derrière. J'ai oublié de parler de José Adrião. Il n'est pas français, mais j'ai eu un atelier avec lui pendant des années. Alors, c'est aussi ces collaborations ont été très importantes pour ma formation comme architecte. Maintenant, j'ai mon agence, pas en collaboration, mais toutes ces périodes ont été très, très importantes. Et je commence par le premier travail qu'on a fait. C'était le concours, le grand concours à 92 pour la place plus importante de Lisbonne. C'était aussi la première fois où les concours publics ont commencé à exister avec plus quantité. Et aussi, c'était la seule possibilité pour les jeunes architectes de faire au public. Ça a marqué beaucoup notre génération. On a, en sortant de l'école, on a fait avec José Adrião ce concours et on a gagné. Et ça a été influencé très, très fort de notre parcours. On a été 4 années à travailler sur ce projet. Et en fait, en réfléchissant maintenant sur ce thème, en voyant ces deux grands travaux qu'on travaillé, le travail de Trail do Paço, qui en fait a été construit une partie temporaire, pas définitive malheureusement, et le travail sur le village de Luz et Estrela sont en fait des travaux qui jouent avec l'idée de la perte de l'eau. Bien sûr qu'à Lisbonne, on n'a pas vécu les tremblements de terre parce que c'est 250 années avant, mais on sent quand on travaille sur les marques que toutes les structures de la ville a posées après le tremblement de terre, on se rend compte qu'on continue à être d'une certaine manière à participer dans tous ces éléments qui ont été partie de cette grande changement, transformation de la ville qui a été le tremblement de terre. C'est pas présent, mais dans les petites choses, elle continue d'une certaine façon présent. Et après le village de Luz, qui à cause d'un barrage qui était prévu depuis 50 années, les gens attendaient cette idée de l'eau sur le territoire. Le territoire était une culture sèche,
Et vraiment seulement au fin du siècle XX, cette possibilité a été réalisée et tout un paysage a été transformé. Et bien sûr que le paysage a changé, le climat a changé, et aussi les rapports des gens avec les lieux a aussi changé. Et spécialement la ville de Luz, le village de Luz, qui a été obligé d'être déplacé. En tournant, je commence par le travail de Lisbonne. Et à Lisbonne, on a cette différente stratification, on a plusieurs villes sur la même ville. Et ça, c'est très intéressant. À chaque fois qu'on fait un travail, on mergulhe. On plonge sur cette différente stratification du temps. Et il faut aussi commencer à voir la ville aussi comme une forme de connaissance, d'accumulation d'histoire et de temps. Ce projet, c'est intéressant, c'est aussi un lieu qui il s'appelle Praça do Comércio, mais en fait, on continue à l'appeler Terreiro do Paço, Terreau do Paço. On appelle le nom du XVIe siècle, avant Trembleterre. Alors, même avec ces changements, la mémoire, aussi même l'esprit de lieu avant Trembleterre continue à exister. Et cette condition de transition, c'est très intéressant. Ça a été la base de notre idée pour ce concours. On voit ici la structure médiévale de l'ancien terreau et la nouvelle place de commerce qui est maintenant de l'illuminisme, et c'est une grande ville ouverte au fleuve. C'était un des panneaux des concours et on se proposait de faire deux choses. Un, mettre en contact avec des écombres de Trembleterre, parce que toute cette estrade qui fait la partie bas de Lisbonne, c'est une accumulation, une table rase des écombres qui ont été importants pour consolider tous les terrains, pour faire un nouvel tissu urbain. Et on voulait entrer en contact avec cette matière et transformer cette matière dans le pavé de la place, et comme ça faire une espèce de monument à cette transformation avec la matière. Et en même temps résoudre un problème, c'est un problème de parking. Pendant 50 années, cette merveilleuse place était en parking public, et ce projet a été responsable pour changer cette condition. Alors on avait des différentes phases jusqu'à premier le contact avec des écombres, des recyclages des écombres, et après de reconstruction d'un bâtiment qui c'était une fondation, une espèce de fondation, édifice fondation de la surface de la place du Terreiro. En même temps, pendant qu'on était à faire les travaux, on pensait que c'était important de cette œuvre, comme une œuvre très symbolique de la ville, d'être visible et être comme une œuvre ouverte. Alors, on a fait un projet éphémère pendant l'œuvre de projet provisoire, et c'était provisoire parce que a été besoin d'avoir la place préparée pour l'expo de 98. On était à 97. Alors, ça a été très intéressant parce que d'un coup, les personnes pouvaient entrer, participer d'un travail qui était vraiment vital dans la ville, et voir qu'est-ce qui se passait. Et pour nous, c'était aussi de faire un travail incroyable à l'échelle 1-1, d'essayer, dans un projet provisoire, essayer
une sortie des thèmes comme les stéréotomies du pavé, les banches, les scales, les lampes, les scales des dessins de terrain dans la surface de la place. Et pour ce pavement provisoire, on a choisi un béton pour qui pouvait être très facilement enlevé après parce que l'idée c'était de durer 3 ans, mais en fait ce projet a été là jusqu'à 13 années, jusqu'à 2000. En fin de 2007 ou 2010, je ne sais pas. Et ça sont les travaux de préparation. Après, ça a été de dessin et de construction de cette surface qui était aussi confortable pour les gens de s'approprier. Et c'était très intéressant de comprendre aussi que nous sommes dans une place complètement géométrisée avec l'axe, toutes les structures architecturales est complètement claires et définies par l'axe. Et on a à comprendre, c'est un travail d'un photographe qui a fait le enregistrement de différents flux pendant la journée. On a à comprendre que par contre, d'une rigidité de la structure architectonique, on avait une informalité de les parcours pour laisser les bateaux. La station du bateau était là-bas. Et ça, on a porté ça pour les dessins de la place. Ça, c'est le dessin définitif de la place qui n'a été pas construit. Mais toute la structure de l'espace public est faite avec ces deux matériaux, les matériaux plus traditionnels, la pierre, fait toute la base et le contact avec des bâtiments, en connectant aussi les galeries, l'arcade. Et au milieu, un pavement. Et ce pavement fait avec les écombres de tremble-terre et aussi mélangé avec la pierre blanche de Lisbonne. Et tous les autres éléments qui sont plus éphémères, les banques, les points d'eau et même quelques lampes, on les distribuait d'une façon plus informelle par rapport à ces flux qui sont plus diagonale et pas axiale comme la structure de la place. On arrivait même à faire les tests. Ça, c'était la proposition des grandes dalles de ce matériau. Ça, c'est la pierre de Lisbonne et la pierre nouveau qu'on proposait. C'était aggloméré. Mais ce qui était intéressant et important pour nous, c'était une idée plus conceptuelle de les gens savoir qu'ils peuvent caminer sur un pavé qui est fait avec des écombres de tambourter. Ça, c'était le manifeste qu'on voulait faire sur cet espace. Ce qui a été désigné, c'est pas très différent, mais en fait, ce qui est important, c'est que c'est un espace qui doit envahir bien. C'est un peu le problème du projet qui a été construit. Ça envahit pas très bien. Mais ça a été cette idée de faire un terreau dans une structure d'une place. Et ce terreau, c'est fait avec ces écombres. Et après aussi préparer tous les rapports avec le fleuve, commencer à préparer cette approximation à l'eau. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup. Elle parle un peu de notre musée que je vais parler. C'est une image de Mansilla Tuñón, des architectes d'Espagne, de Madrid. Et c'est une image très forte. Ils ont chorégraphié ce voyage, les voyages des mots, musées, pour les musées de Belles Artes, de Beaux-Arts de Castillon. Ils ont chorégraphié, les camions devaient avoir toujours la même distance entre eux
pour maintenir cette image. Et ça nous donne une idée très intéressante que les musées, c'est en même temps le paysage qui est en mouvement. Il est tout en transformation. Et c'est pas une chose statique, c'est une chose vivante. Et ça nous a fait très penser à cette... Ça, c'est une image après le projet. On a trouvé ça après, mais nous avons pensé que le rapport avec l'édifice qui a ce rôle de représenter un peu un territoire qui a cette volonté de se rapporter plus avec un territoire et moins avec une collection spécifique pour montrer à les gens. Alors, directement sur le territoire de Alqueva, du sud du Portugal, on voit avant du barrage et après du barrage. C'est une transformation très grande. Guadiana, le fleuve qui vient d'Espagne, était un système très archéologique, très important, aussi pour la fixation de vie ici depuis 2000-3000 ans. Et en même temps, cette possibilité de porter l'eau en territoire très sèche et changer un peu la condition de ce territoire, les possibilités. Ce territoire, c'était un programme du gouvernement, un programme européen très déjà fixé dans le temps. On a 250 km², je pense que c'est le lac plus large de l'Europe. Il y a le plus grand à Russie et en Ukraine, mais c'est vraiment un lac très grand. Qui a affecté beaucoup et changé le climat aussi. On a 10 ans de ce processus, mais on ne sait encore pas, même les bords de l'eau ne sont pas fixés encore, et ça dure beaucoup de temps pour fixer. Alors c'est aussi intéressant de penser à penser à un projet à partir d'un territoire qui va changer. Quand on a commencé à travailler, on n'avait pas cette image, mais on avait l'idée que l'eau allait arriver. Ça, c'est le dessin avant le tremblement de terre, avant 2002. Et on voit le village de Luz, cette petite concentration vers l'eau, et après le nouveau village. Le nouveau village est décalé de 3 km. Parce que les gens voulaient se maintenir dans la région, dans le même lieu. Alors c'était une obligation de continuer à habiter ce territoire, mais dans un niveau plus protégé par l'eau. L'eau a monté jusqu'à 152 mètres, alors ça a provoqué de couper tous les arbres jusqu'à ce niveau et toyer tous les terrains, de détruire toutes les constructions. Le village a été détruit pour que le fond du lac est toyé. Non? Catarina Mourão, ela é réalisateur. Eu nasci debaixo desta água. Elle a fait un petit documentaire que je vais mettre le départ. C'est très intéressant. Il s'appelle Cette ville, il habite plus ici. Há muitas coisas que me lembro bem. C'est une image de l'ancienne ville. Et c'est intéressant parce qu'elle fait ce documentaire et met les enfants à parler sur la ville. Parce que ce sont les enfants, les jeunes qui habitent cette ville qui peuvent faire une transition
et qui vont avoir la mémoire plus fraîche de qu'est-ce qui était le lieu qu'ils ont perdu et qu'est-ce qui va être le lieu nouveau. Et une chose très forte, le film commence ici, avec cette image incroyable. Sont 3 hommes qui sont dans un bateau, petit bateau. Et ils disent que ça c'est l'église, ça c'est le terrain, ça c'est le... Ils identifient que sur un paysage qu'ils ne voient pas, c'est un lac, mais ils savent complètement où les choses, où étaient tous les espaces du quotidien. Et ça, c'est une chose très intéressante parce que les gens dans la campagne, et je pense que c'est partout comme ça, ils s'orientent avec les paysages. Les références avec les paysages, ce sont les éléments référentiels qui structurent son rapport avec le territoire. Et ça, c'est très intéressant. En même temps, ils perdent le lieu, parce qu'ils ont perdu son lieu, mais en même temps, ils ont une structure mentale qui lui permettent de reconstituer toute une image très intéressante. Et ça, c'est aussi un travail que le musée est en train de faire, de registrer aussi. Il a registré toutes les dernières activités de ces gens sur ces activités dans les villages avant le barrage. Et maintenant, ils ont la responsabilité aussi de faire ce pont entre quel était habiter l'ancien village et quelle est maintenant la nouvelle condition d'habiter ça c'est déporté par un photographe qui a fait un territoire de transition, espace, lieu et paysage. Ce sont les portraits des familles. Et quand nous sommes arrivés, nous avons, ça c'était le lieu du musée, c'était rien, c'était un vide. Pour nous c'était un vide comme une page blanche pour penser un lieu, penser un projet, penser un territoire. Et nous sommes rendus compte que en fait, ce territoire qui, à la première impression, c'est complètement vide, mais en fait, il y a plein de points référentiels. On est la localisation géographique de l'ancien village, qu'on voit avec les arbres. Ça nous peut identifier la géographie du territoire à partir du lieu de l'ancienne ville. Ça, c'était très important. Et en même temps, ce territoire était plein de références. Les villages Montserrat, qui étaient au fond, au nord, vers nord, Mourão, qui était vers est, les champs des oliviers, qui étaient vers sud. On avait plusieurs points référentiels qui nous aidaient à commencer à construire une pensée sur ce territoire. Et bien sûr que cette orientation vers l'ancien village a été vraiment la structure du projet du musée. Et maintenant, on a dans le musée, il y a une fenêtre qui encadre c'est une forme aussi de porter, de transporter ce paysage dans l'intérieur du musée. Cette image a été une image qu'on a utilisée dans le concours pour les villages. C'est une sculpteur que j'aime beaucoup, de Pere Jaume de catalan, et qu'il fait cette œuvre qui s'appelle Natura et Signatura. Mais il change les pierres. C'est pierre sculptée et pierre naturelle et pierre sculptée. Mais il change.
parce que nature devait être la pierre naturelle et si nature la pierre sculptée. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est une forme de dire que il y a, au-delà de ça, il y a la culture. La culture qui fait toute l'épaisseur d'un territoire et le rapport avec les gens, avec les territoires. Et ça nous a aidé beaucoup à comprendre cette dualité qu'on a entre une chose qui est faite pendant des siècles, avec du temps, et une chose qui est pensée maintenant, projetée, pensée et construite. Et cet projet, il y a toujours cette dualité. Et cette dualité a été vraiment le centre de notre travail. On est toujours présente sur cette idée de quelque chose qui avait et quelque chose qui est nouveau. Un village qui a été détruit, un village qui a été construit, l'église qui a été détruite, l'église qui a été reconstruite dans le nouveau. Bien sûr, les nouveaux éléments qui sont être introduits, par exemple, le musée a été un nouveau élément qui n'existait pas, qui fait un peu le lien entre les choses. Mais on a assisté aussi à cette transformation du territoire, la destruction pour faire la construction. Le village, c'est une autre équipe. On a fait le concours, on a été dans le troisième prix. Et ça nous avait permis de faire les concours pour les bâtiments publics. C'est ça qu'on a gagné le site monumental de l'église, le cimetière et aussi le musée, qui est décollé de la ville parce que c'était aussi une mémoire de l'ancienne ville. D'abord, c'est l'église qui a fait tous les 7 territoires et après le village qui a été... il a été fondé beaucoup plus après. Et on voit la proximité que cet lieu a avec le... notre approche a été c'était une question, une demande, comme transporter cet esprit de lieu, les éléments qui font partie de ces lieux, si c'est possible de les transporter, de le refaire, pas le refaire, c'est pas possible, mais de reprendre même si les choses sont différentes, de trouver les liens si spatial, architectonique, de rapport avec le paysage, avec de rituels d'approximation, de rituels de visite. Et on a travaillé sur ça, par exemple, en comprenant très bien qu'est-ce que c'était cet lieu, l'ancien lieu de l'église. On arrivait vers le nord, ça c'est nord, est, ouest. L'église c'était la première édifice à voir. On a fait, parce que le rapport entre les villes avant étaient au nord, maintenant les villes est à est. Alors les relations changent. Mais on voulait que l'approximation à ce lieu, ça pouvait maintenir les relations similaires. Alors on fait le tour pour arriver et monter sur le cimetière. Aussi on fait le tour aussi pour monter le cimetière qui est dans le côté plus haut. La place des Torts a été désloquée. Cette trilogie, c'était très intéressant parce que cette récente enclose, ça définit aussi la petite place devant de l'église. Mais dans le plan, les architectes voulaient introduire cette typologie dans la ville. Alors, c'était une opportunité pour le musée fait partie de ce système. Alors, on a pensé plus les musées pas comme un édifice archétype qui se pose sur le terrain, comme l'architecture du sud, blanche,
qui est très contrastant avec le terrain, mais plus comme un bâtiment singulier, qui est un musée qui fait plus partie du terrain, qui est plus tellurique, il y a plus à voir avec la matière. Et alors ça, c'est l'image de l'ancien lieu, avec l'église récente de Thor et de cimetière, et le nouveau image. Ce n'est pas tout le même, parce que les références territoriales sont différentes, mais il y a les nouveaux éléments, mais on voulait qu'il y a aussi une mémoire que les gens ont de toucher la pierre, ou être devant une mur blanche, ou voir un paysage entre deux murs. Ce sont des éléments qui font partie de la mémoire collective des gens, on peut récupérer ça. Ça, c'est une autre image de transformation. Et on voit ici le résultat final du musée qui fait part du terrain, qui se mélange sur la matière de terrain, et la reconstruction de l'église et le cimetière qui a été transladé, et on a redessiné tout cet espace. Il y a une référence très importante qui, pendant ce processus, on a trouvé, c'est l'occupation romaine de ce territoire. Les Romains ont été, au 1er siècle avant Christ, sont été ici, ils ont découvert ce lieu, c'est incroyable, c'était Guadiana, et on peut très bien dire que ça, c'est le seul site où on se peut fixer, parce qu'il y a deux petites rivières, Antur et le rivière. Dans ce territoire, on pouvait essayer de voir le plus loin, mais c'est le site spécifique qu'ils ont choisi pour faire cet bâtiment, et que c'était une maison fortifiée pour de contrôle de fleuves et de toutes les activités commerciales. Et en même temps, toute la forme de travailler les matériaux, le schiste, a été déjà à 2000 ans très clair, très fixé. On a été complètement passionné pour cette fort accrochant, attachant à ce terrain. Les Romains ont utilisé la pierre, ils ont sculpté le mont pour construire la maison. Et en même temps, il y a cette idée d'espace qui est, on voit, on sent les murs, les espaces, mais en même temps, ça semble c'est un bâtiment qui n'est pas fini, il est en ruine. Et en même temps, un musée dans un village rural, c'est une chose étrange, c'est une chose pas normale. Et c'est surtout un événement singulier. Alors on voulait affirmer ça en disant qu'on peut éviter que ce bâtiment se pareil en musée, se pareil en édifice reconnaissable, et plus un système spatial qui contrôle le rapport avec le paysage. Il y a une idée d'un bâtiment qui n'est pas encore fini, qui justement définit en limite avec ce territoire de l'eau, qu'on peut un belvédère, on peut s'approprier de ces espaces, et en même temps, on commence à comprendre qu'il y a une organisation spatiale qui nous fait inviter à entrer, et en même temps laisse la lumière qui entre une partie du musée est souterrain. Et en fait, le geste de coupe souterrain, c'est très simple. On était un petit peu décollé du point plus haut de cette colline. Alors, la coupe était très directe. Si on coupe comme ça,
on a la vue vers le sud et vers l'ouest. Le musée vient de cette possibilité de travailler dans un étage entre cette différence de topographie. Et c'est aussi une grande ouverture sur les paysages. C'est en même temps un bâtiment qui se cache, mais en même temps un bâtiment qui encadre les paysages. Et le plan, c'est très simple. On arrive par une rampe, on a un porche, on entre dans un atrium qui cache tous les services derrière, un mur en bois. Et après, on a 3 salles. Une salle d'exposition temporaire, la plus grande. Une salle qu'on appelle salle de la mémoire, pour que c'était une salle qui pouvait accumuler toutes les différentes études qui étaient besoin de faire, les registres qui étaient besoin de faire de ce territoire qui était en changement. Et la salle de la louche, c'est une salle complètement blanche, parce que louche en portugais, en français, signifie que lumière. C'est la ville de la lumière. Alors, il y avait ici, on signifiait pendant 12 ans, parce que un des problèmes, c'était ce musée, on n'avait pas une collection. Il n'y avait pas un programme. Alors, ça a été fait partie aussi de tout notre travail. On a travaillé avec une équipe multidisciplinaire, avec d'anthropologues, archéologues, sociologues, ethnologues. Et aussi Catherine Morin, qui fait le film, il a travaillé aussi sur l'audiovisuel, enregistrant ces activités du quotidien de les gens. Et ça, on a constitué tout ce matériel que le musée pouvait utiliser. Et aussi les objets sont les objets qu'on a trouvés dans les maisons des gens, et ils sont propriétaires des objets. Les objets ont les noms dans les expositions que le musée fait, ont les noms de gens qui ont le travail. L'espace en même temps, ça se ferme, mais c'est en même temps très polyvalent, parce que sont les espaces qui ont une identité, mais en même temps sont liés entre eux. Sont différentes expositions, ça change maintenant les thèmes des expositions. Il y a aussi un côté domestique. On a mettre cette table dans la salle des mémoires. C'est une table où, normalement, ça c'est l'ethnologue Benjamin Pereira, qui a été le muséologue de notre travail. C'est très important, ethnologue et muséologue qui a été dans l'équipe qui a constitué dans les années 70 le musée d'ethnologie de Lisbonne. A été une grande participation dans le travail. Et cette table, c'est aussi de faire les gens retourner dans cette nouvelle maison et refaire des mémoires, des nouvelles mémoires. Il y a des travaux intéressants sur ça, les programmes muséologiques. Ça, c'est la salle de lumière ouverte pour un patio de lumière, c'est ça qui donne la lumière dans ces deux salles. Et aussi pour nous, ça c'était une espèce de page blanche où on pouvait raconter l'histoire du village, l'histoire de ce territoire. Ici, il y avait tous les vestiges archéologiques du Castelo, de la pierre de Pedra do Lar, s'appelle le nom, le roman. Et aussi la fenêtre. La fenêtre qui maintenant on encadre, et ça entre sur cette salle de première image que je vais vous montrer de notre première visite sur le site et qui maintenant il fait partie du musée. En continuité avec ça, c'est une des unités agricoles près du musée. Ça c'est le mur du musée, les arbres qui sont maintenant entre
lac et cet mont qui a été le seul point de référence qui nous dit où est l'ancienne village. Et ça, c'est une unité agricole qui, dans certains moments, a été a la possibilité de la transformer dans la réserve ethnographique, parce qu'une grande partie de la collection du musée, c'est ethnographique et après audiovisuel. Et on commençait à penser sur un nouveau projet qui n'est pas encore construit. C'est très proche du musée, cette unité agricole. Et comme toutes les unités agricoles, sont les structures qui sont en continue croissance en fonction de son propre programme. S'il y a besoin de faire un autre entrepôt, ça se fait. C'est un peu avec cette idée avant et après d'ajouter un nouveau élément qui continue à faire ce dialogue entre le vieux et le nouveau, et un dialogue typologique aussi, mais en même temps les matériaux changent. On a les murs en pierre avec le toit en bois et un nouveau bâtiment en béton et qui n'a pas besoin de toit. Alors, on voit tous les bâtiments est en béton et avec la chaux et le revêtement thermique. Et ça, c'était la possibilité de voir aussi une archive visitable et complémentaire à l'activité du musée. Laisser le musée plus pour une activité plus temporaire et plus liée à une dynamique de territoire. On essayait de jouer aussi avec un terme de langage, avec cette idée de double, des éléments qui se répètent, mais dans une autre façon, les infrastructures qui sont dehors, les contraforts qui deviennent les fenêtres, et les portes qui ne sont pas définies comme les portes, mais deviennent les espaces qui entrent dans l'édifice. Ce sont les changements de typologie. Ça sont un espace de travail pour les restaurations des pièces, mais on va les garder en regardant les rapports avec le musée. Un autre projet un peu polémique, mais on a eu le courage de le faire. Ça, c'est l'église de 15e jusqu'à 20e et l'église du 20e siècle. On a fait une reconstruction parce que pour nous, dans tout ce processus, c'était très important de dire que ces gens, ils vont perdre tous, ils ont perdu tous. Et même l'église, il faut que l'église, c'est l'édifice qui continue à se reconnaître dans tout ce processus. Alors on a décidé, comme on pouvait faire des différentes propositions, alors même l'église, l'institution église, elle voulait pas, elle voulait que cette église devienne un musée ou quelque chose. On a décidé de faire une reconstruction avec tous les systèmes traditionnels constructifs, et avec ça, donner une authenticité à ce processus. Et bien sûr qu'après, les lieux sont différents. Il y a des changes, et il faut dire aussi que ça, ce n'est pas une église qui a 500 années. Alors, il y a après des petites choses qui ont fait, mais on a eu la chance de trouver encore des gens qui travaillent tous ces systèmes. Et les matériaux, la pierre de schiste, on avait une carrière manuelle directement à 500 mètres de lieu. C'est la carrière où les gens enlevaient les dalles de schiste manuellement.
Après, il y avait une autre carrière plus mécanisée, mais ça jusqu'au dernier moment du barrage de l'eau qui monte, on a récupéré toute la pierre possible pour construire cette église. Et ça s'appelle Pierre bleue de Monte dos Pássaros. Et aussi tous les systèmes. Ça, sont les murs de 90 centimètres d'épaisseur. Aussi, la destruction, parce que les murs sont les murs ordinaires de pierre et terre. Alors, c'est pas possible. Alors, on a récupéré tout ce qui était possible, de décaler les fresques, prendre les pierres, prendre tous les éléments architectoniques de gothique, renaissance, baroque qui faisaient partie, qui pouvaient être disloqués, et après remettre dans un nouveau corps. C'est comme refaire le corps, et les choses reviennent et sont ajoutées de nouveau dans ce corps. On a découvert aussi le nécropole, qu'on a enlevé toutes les pierres qu'on pouvait, parce qu'aussi l'eau montait. Ça, c'est très intéressant parce que tout est fait en même temps. La nouvelle église se fait, la vieille se détruit. C'est vraiment une transformation qui coexiste en même temps. Ça a devenu, on venait ici porter les pierres pour mettre dans l'autre église. Et la nouvelle église devait être, c'est le même corps. On a fait le relevé. C'est notre atelier qui est allé au site. On a vécu pendant 2 semaines à mesurer tous les bâtiments. Et ça a été aussi une façon de comprendre cet bâtiment. Et on a décidé parce que c'est plus un lieu archéologique, on n'a pas de sol, on n'a pas de cimetière, on a décidé de faire un pavé en bois pour évidencier que ce n'est pas la même église. Alors il y a des petits éléments qui sont les mobiliers, les paviments en petites cryptes qu'on a ajoutées, qui font un peu cette change. Après, les éléments, les arcs gothiques, des colonnes Renaissance, qui racontent toute l'histoire de cette église, 500 années d'église, prennent son corps de nouveau, sont dans le nouveau. Après, une chose qui était très intéressante, toutes ces églises étaient très peintres pendant... et en arrivant au siècle XX, cette peinture commençait à être peinte avec la chaux, et on sont presque tous disparaître. Alors il y a une perte de couleur, une perte de chromatisme, et quand on a fait des travaux d'archéologie du mur superficiel, on a trouvé cette richesse, et on a porté ça, on a remettre cette couleur avec le bois qu'on a mis. Ça, c'est l'image qu'on avait. Sont les fresques qui sont décollées, mais ils ont été détachés du mur. Ils sont décollés du mur pour dire qu'ils sont pas là. Ils sont décalés du mur. Il y a des éléments qui sont différents de l'immobilier, l'altar, la porte. C'est intéressant, la symétrie. On avait là une porte pour accéder à la zone de la Sainte. L'autre porte, normalement, c'est le symétrique, mais était peindre. Mais on a fait une vraie porte pour aller à une crypte, que c'est un espace qu'on a ajouté de nouveau. Ça c'est la différence. Ça manque les saintes, et ça manque encore beaucoup de choses. Mais
Et les bois, on a utilisé 3 bois. Le bois amarante, pau roche, c'est un bois violette de Brésil pour les éléments liturgiques. Les bois pausting, les bois jaunes pour les éléments plus religieux. Et les bois de pin, pinheiro manso, qui permettent de faire les pièces très grandes. 33 cm de largeur pour les mobiliers de l'espace. Et après, des changements qui c'était important de faire pour être plus aussi perméable. Ça, c'était le portail de Renaissance de la chapelle baptismale. Et à la fin, les gens s'approprient de nouveau de l'espace et les choses continuent à faire partie de toutes les fêtes, de tous les rituels de la village. Et si c'est l'équipe qui a été très importante, une vraie équipe avec son maître d'œuvre qui était très important, et Marie-Clément et moi. Dans les derniers moments de l'œuvre. Et même le cigogne, l'oiseau, comme il s'appelle, ça s'est passé dans une semaine. C'est incroyable parce que l'église a été détruite. On a enlevé le nest, le niño. Nid. Mais dans une semaine, elle a commencé à faire son truc. Et après, notre projet, c'est le cimetière. Le cimetière à cette zone de Portugal et même au sud d'Espagne, il y a une typologie spéciale de tombes qui ne sont pas en contact avec la terre. C'est la décomposition aérobique avec l'air. Et ça devient une composition musicale très intéressante qui montre qu'ils sont différents niveaux. Et on a toujours cet rapport avec l'ancien cimetière, le nouveau. On ne pouvait pas prendre les cyprès, parce que les cyprès ont les racines très difficiles et ils sont morts, mais toutes les tombes sont été montées. La méthode a été comme transporter un tapis de tombes et après introduire les éléments qui font un peu la médiation entre l'extérieur et l'intérieur. Et comme les positions de l'église sont différentes, là était là vers ouest, ici et vers sud, on a introduit cette antichambre comme espace de médiation, de transition pour entrer, et aussi un petit service avec l'ossuaire aussi mais on voit ici ces tapis de typologies différentes qui sont réorganisés, bien sûr avec les mesures réglementaires aussi qui était important. Et une chose importante aussi, c'est le mettre l'espace vide au milieu des autres, et pas faire une zone nouveau pour les nouveaux tombes, mais mélanger l'espace vide entre, ça se voit ici, comme ça c'est un vide, il y a des vides dans des intervalles qui sont, avec le temps, sont remplis. Pour une question de principe aussi, les murs pour nous devraient être en pierre, parce que doit être pérenne, doit être une chose qui protège cette cimetière. Et la pierre aussi, ça a été un travail très intéressant, l'expérience du musée, et on a commencé à travailler ce tissu de pierre on n'a pas le joint, on travaille toujours avec le même matériel pour faire les changements de niveau. Et c'est comme coudre la pierre, c'est un travail un peu minutieux, mais on arrivait à faire, c'est utiliser les mêmes éléments pour faire tous ces changements. Et ça, c'est un peu l'image. Et pour définir un peu l'intervalle
entre les éléments nouveaux et ces tapis transportés, on a mis en ligne de terre, cet intervalle de terre où sont les cypresses. Et c'est comme on entrait 2 fois dans le cimetière. On entre dans les antichambres et après, sur un escalon de marbre qui est un peu avant, on le voit petit, on entre, c'est l'entrée symbolique de le cimetière. À partir d'ici, les gens savent parfaitement où trouver sa tombe, son familier. Ça, c'était très important de maintenir tous les rituels de visite de l'édifice. Et c'est après, toutes les pierres tumulaires ont été transportées. Et c'est un peu l'appropriation des gens. Un autre cimetière en Estrela. Estrela, c'était un village qui, avec le barrage, a été une péninsule. On voit là, le cimetière là-bas, qui a été affecté par l'eau. Il a été submergé, alors il a été détruit pour faire un nouveau cimetière à l'entrée de la ville. Le lieu était très, très, très beau parce que c'est l'ancien cimetière. Et le nouveau, c'est un lieu avec des chênes azinheiras, c'est un particulier chêne du sud de l'Alentejo, qui c'est pas possible de couper. Sont les arbres de réserve. Et en même temps, les cimetières en sud Portugal se définissent très simplement avec un mur qui contient un espace funéraire. Et avec les éléments typologiques un peu différents de l'autre cimetière, parce que ça peut monter jusqu'à 3 étages. Et c'est comme une petite ville qui croissent, qui a une croissance. Et des fois, des tombes montent sur le mur. Et ça nous a donné cette idée aussi de travailler sur les volumes de la chapelle mortuaire qui fait partie aussi de cet rapport. Aussi, les intervalles entre les murs sont des fois des choses qui sont pas... accidents, des accidents de construction par eux-mêmes des tombes. Et on a clarifié un peu ce rapport dans le nouveau. Alors, voilà, on voit ici le plan avec des différents lots, le rapport avec l'eau. Cette champ de chêne, on a pris un arbre. C'était c'est le rapport entre l'ancien et le nouveau. En fait, le nouveau, c'est 2 espaces dans un espace, qui définit un espace. L'espace de la chapelle mortuaire et l'espace du cimetière. Et il y a un peu une organisation qui était un peu pas très claire, qui devient plus claire dans cette cimetière. Et ça joue aussi avec les intervalles entre des murs et entre des volumes. Une chose très importante, c'était d'utiliser les arbres comme structure de fixation de cimetière. Alors cet arbre qui était dans le patio, elle organise toute la structure et on a arrivé à pas couper les arbres, à mettre les murs entre les arbres. Alors les arbres ont été protégés pendant l'œuvre. En même temps, comme je disais, de tout le niveau en bas de la côte, de niveau 152 a été coupé, toutes les arbres. D'abord, on a pensé qu'il était important, comme on était dans une chambre de chênes, de prendre des chênes centenaires, de le sécher pendant 2 ans, et après les utiliser sur le pavé, sur les matériaux, le bois. C'est un bois assez particulier parce qu'il y a très déformation. C'est très difficile à utiliser, mais très dur.
mais après, on a fait toute la charpenterie de l'intérieur. La maison, la chapelle a aussi une section très simple, mais qui joue avec la lumière de nord et la lumière du sud. La lumière de nord, la lumière du nord qui vient, qui descend, qui monte, qui fait une lumière très blanche. Et la lumière du sud qui fait un réflexe comme ça, elle devient une lumière plus jeune, plus fort. Et ça, c'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ce dialogue entre l'espace. Dans les chapelles mortuaires, c'était très important à l'Intège, très important le rapport entre le sud d'espace extérieur et intérieur. Il y a une continuation de le cérémoine de l'intérieur pour l'extérieur. Alors l'espace extérieur duplique. On ne voit pas ici l'arbre parce que l'arbre a été coupé 3 jours avant de l'inauguration. Parce que les gens ne voulaient pas, parce que l'arbre, ça remonte à son dur rapport avec la terre, avec les animaux. Et pour nous, c'était une chose très vivante, très beau. Alors, on n'arrivait pas à changer cette idée. On avait le prêtre de notre côté, mais la population s'y a ajoutée, l'a coupé avec mais très violent. Et les projets sont comme ça. Une communauté, c'est beaucoup plus fort qu'une équipe d'architectes qui vont faire son idée, ils vont réaliser. Ça, c'est un espace très calme avec la lumière du nord et la lumière du sud dans le même espace, de tout revestir avec cette bois. Même quelques mobiliers, on a travaillé sur cette... et aussi ce dialogue entre les extérieurs, les arbres qui sont dehors, qui font partie aussi. Les espaces d'intervalle, c'est très important dans le moment où le difficile moment de mon familier qui est mort. Il y a des espaces qui n'ont pas une fonction spécifique, mais sont importants comme l'espace de silence entre et c'est possible de trouver ces espaces de silence. Et en fait, l'arbre est disparu, est coupé, mais elle continue encore là, avec l'ombre de... on reprend un peu le thème de Lisbonne que j'ai parlé d'abord. Et ça, c'est les excavations archéologiques de Campo das Cebolas, c'est un des lieux plus anciens de Lisbonne où les Phéniciens sont peut-être arrivés en bateau. Et après, il y avait toute la multiplicité de construction, reconstruction, de limites avec l'eau. Et ça, c'est la dernière limite, c'est la limite pombaline du siècle XVIII. Et en fait, ce qu'on voit est que, et je me rends compte, ça c'est une image de mon atelier, et de plus en plus, il y a une Lisbonne qu'on ne connaît pas, on commence à connaître parce que ces espaces des entrepôts, de rez-de-chaussée de Lisbonne ont été fermés ou complètement détruits pendant des dizaines d'années. Et maintenant, ils commencent à être habités pour les ateliers créatifs, les petits magasins très intéressants. Et on commence à faire une redécouverte des espaces. Et pour moi, je sens qu'il y a une partie monumentale de la ville qu'on ne connaît pas encore et qui est très, très, très intéressante. Alors, je vais passer seulement très vite. Ça, c'est une porte de différents projets, mais c'est un peu, ça m'intéresse beaucoup, cette accumulation des strates de temps. On voit la fechadura
fermures de 18e, 19e et 20e siècle. Et c'est un peu comme en bâtiment, on a les mêmes questions, les mêmes difficultés de travailler dans une porte comme dans un bâtiment. Le rapport entre les vieux, les nouveaux, les matériaux et tout ça. Et tous ces projets ont beaucoup avec ça. Il y a aussi une rencontre avec le vocabulaire d'une architecture classique, avec tous ces matériaux, du bois, du fer, de la pierre, qui on essaye aussi de... On doit travailler avec, on doit comprendre. Ça, c'est un petit travail dans un appartement où il ne faut pas faire une cuisine dans un appartement, comme un appartement traditionnel. Il faut réinventer un peu l'espace de cuisine parce que les éléments sont différents. Alors, on a fait des 7 pièces qui nous permettent aussi de filtrer, d'utiliser l'eau. Aussi, une chose très intéressante que j'ai découverte dans la restauration de mon atelier, c'était cette phrase qui est dans le mur. Pendant les œuvres, on a découvert, c'était une chance, on a découvert cette phrase qui est au coin entre le mur et le plafond de les voûtes. Et cette phrase, c'est écrit en anglais. Lisbonne, après Trembleterre et même avant, était habitée beaucoup par les Anglais. C'est assigné par TC. Ils disent que la première fois que les biens, les marchandises entraient sur cet entrepôt, 10 de juillet de 1799. C'est très intéressant parce qu'on était 44 après de Trembleterre et cette personne-là voulait laisser pour la postérité, marquer que c'était une félicité heureuse. C'était une chose très bien d'ouvrir un espace après d'une ville qui était en construction. Et pour ça sont les choses qu'après provoquent des autres choses. En séjour, on fait un concert sur l'espace. Et notre espace a commencé à changer, qui est un atelier d'architecture. On a fait un travail d'archéologie aussi, de redécouverte, des éléments qui étaient cachés. Et on a fait un nouveau pavement. C'est la partie plus visible du projet, mais il y a toute une partie invisible qui fait partie de... Ça, c'est avant d'utilisation, l'espace. L'espace a été beaucoup changé. Et ce rapport avec la rue commence vraiment à transformer aussi notre façon de voir le travail d'architecte. Ce sont les bibliothèques qu'on a fait avec l'aluminium qui aussi permettent l'espace être flexible. Et si sont les concerts, on change tout l'espace pour faire des expositions et des différents événements. Et maintenant aussi, on a une petite galerie d'art dans l'espace qui on permet que de différents artistes qui s'approprient de l'espace d'une petite salle et ils font son changement en art, l'architecture. Ça c'est une autre, je vais vite, une autre construction dans les fondations de Lisbonne, c'est rez-de-chaussée Lisbonne, qui était un entrepôt transformé dans un restaurant en faisant une espèce de construction en verre qui reflète, parce que c'était un problème de lumière, reflète la lumière de la rue. Et en même temps, ils permettent à continuer à lire la structure en arche qui était importante pour l'espace. Aussi, l'autre travail qu'on est en train de faire, il a aussi à voir avec cette accumulation de temps.
C'est un palais près de Lisbonne, qui est un palais renascentiste du XVIe siècle, qui a été mauvais état, et que la chose intéressante est ce palais a passé tous les siècles 20 sans les infrastructures, parce que c'était une famille d'agriculteurs qui a habité ici. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas mis des égouts, ils n'ont pas mis l'électricité. Alors c'est un édifice qui passe tous les siècles 20 et arrive à maintenant sans vraiment la transformation que de siècle 20. Alors c'est toute une archéologie qu'on essaie de faire. C'est un travail très invisible, mais c'est très intéressant d'interpréter tous ces éléments qui sont là, de bois, les trous, et les marques, l'impression digitale des éléments constructifs qui ne sont pas là, sont pas là maintenant, et réinterpréter ça et refaire tous les éléments qui manquent, qui sont toutes les charpentes, la couverture, et ça c'est les éléments que l'on a trouvés, le bois, sont les pièces qui ont 500 années déjà, et tout ce travail ça se voit pas bien. On avait que cette image on a seulement une photo de l'espace, et à partir d'une photo et de tout le travail d'archéologie murale, on a réinventé un peu la structure, simplifiant et arrivé plus à comme un squelette de toit. Mais et un travail aussi très intéressant, c'est le relèvement en laser, qui a fait tout un scanner d'édifices et qui nous permet de voir toutes les pathologies et travailler sur les enduits. On laisse tous les enduits du XVIe siècle, on ajoute les nouveaux dans les parcs qui avons problème. Et aussi dans le projet, on propose un projet éphémère, temporaire, c'est de transformer ce palais dans aussi un bâtiment pédagogique, didactique. Les gens peuvent visiter les travaux pendant l'offre et toutes les phases, et aussi faire les expositions sur le travail qui est en train de se faire. Et alors, après le travail, j'avais deux autres projets, mais je pense qu'on n'a pas le temps. On peut faire la conversation, c'est plus intéressant. Merci beaucoup.